Bon, ben, bienvenue chez Fracas. On fait une rencontre ce soir au sujet du bouquin Kesenaneol, désolé pour mon accent breton, qui n'est inexistant, aux éditions Goater. C'est une rencontre qui m'a été proposée par une des collaboratrices, une des contributrices du bouquin qui est là ce soir en la présence de Aude Chenet. Donc merci Aude de nous avoir proposé cette rencontre. Aude que j'avais déjà accueillie en fin d'année dernière. Pardon, excuse-moi, il y a 2 ou 3 ans, pour un autre bouquin sur la question de l'écologie décoloniale, qui était aussi un livre collaboratif, avec plein de contributeurs, contributrices, et donc on avait fait une très chouette rencontre à l'automne 2022-2023, j'ai dit tout ça. Petite présentation du livre, qui est un livre extrêmement accessible dû à sa pluralité d'écrivaines, et qui donne à voir, on va dire, le paysage d'une Bretagne... c'est toujours compliqué. Alors, on va éviter d'utiliser des mauvais mots, mais on va dire ça donne la voix à plusieurs femmes bretonnes, et en français ou en breton. Sur un site, on peut trouver les traductions des textes en breton. Et donc, ça montre un peu, ça aborde plein de questions différentes sur le rapport à la langue, le rapport au territoire, le rapport potentiellement aux traditions, la question aussi des violences sexuelles et de la danse, des chansons, etc. Comment est-ce que ce livre est né, le projet autour du bouquin, Goater dans tout ça, parce que Goater, c'est un éditeur breton qui édite beaucoup de choses et très variées. Et voilà, comment ça s'est fait avec lui, et comment tout ça a pris forme, poussé, immergé, etc. L'origine du projet, c'est un peu de ma faute en fait. C'est que je me suis retrouvée. Je vais voir une vieille copine à Rédéné, pour ceux qui connaissent, c'est entre Quimperlé et Lorient. Et cette vieille copine, elle est poète, elle écrit en breton, et quand on parle entre nous, on parle qu'en breton. Et elle a 85 ans, c'est une femme que j'aime beaucoup. Et quand on discute ensemble, on discute de plein de sujets, de concours d'écriture, de poésie, de militantisme, de plein de choses. Et puis arrivaient les 50 ans du Cheval d'Orgueil. Et elle, c'est un livre qui l'énerve. Alors le film l'a encore plus énervée. Et puis elle aime bien le cheval couché, elle aime bien Xavier Graal. Et du coup, ça fait souvent partie de nos discussions. Puis là, j'ai dit, tu crois pas que pour les 50 ans du Cheval d'Orgueil, il va y avoir sûrement, et je m'étais trompée, sûrement plein d'événements partout. Parce que c'est quand même, Jacques Azélias, c'est quelqu'un qui a écrit de la poésie, qui a écrit plusieurs pièces de théâtre, une bonne dizaine, qui sont plus jouées du tout aujourd'hui. Qui a énormément fait, il faut savoir qu'en 1949, l'État lui demande de parler breton dans les radios françaises, ce qui est incroyable. Donc il a fait énormément pour la langue bretonne, même si Xavier Graal a raison, il y a un côté folkloriste, mais il pose question. Et on s'est dit, tiens, et si on mettait notre grain de sel là-dedans, sur 50 ans après Cheval d'Orgueil, les filles dans ce schmilblick-là, elles sont où? Donc moi je suis anthropologue spécialisée en éco-anthropologie et vraiment sur les questions des peuples autochtones. Donc j'ai fait le plus gros de ma carrière aux États-Unis. J'ai travaillé pendant plus de 15 ans au service de différentes communautés, parce qu'en plus je pratique de la recherche appliquée, donc au service des communautés. Et puis quand je suis revenue en Bretagne, du coup, parce que c'est vraiment... Moi je suis du Golfe du Morbihan à la base, j'ai commencé à me poser ces questions un petit peu transversales par rapport à mon objet d'étude, sur nos rapports et nos liens à la terre en fait. Moi j'ai grandi vraiment dans... on va dire, les réminiscences de la ruralité bretonne, vraiment sur le déclin post-remembrement, enfin, en fait, ce qui restait de cette vieille ruralité, et donc avec beaucoup de traditions, mais qui étaient occultées, invisibilisées, une culture, une langue assez folklorisée, en tout cas rendue un peu passéiste, un peu... et puis soit on est tradit, soit on est moderne, et puis du coup on n'est pas breton, on n'est pas bretonnant, on ne pratique pas la culture. Et cette séparation, moi, m'allait pas du tout, quoi. Elle me va pas du tout. Je pratiquais assez, en tout cas, d'autres façons, d'autres rapports au monde avec tous les peuples autochtones avec lesquels j'ai travaillé, pour savoir que cette séparation-là, elle est illusoire, en fait, et elle est même dangereuse. Et donc moi, l'objet, c'était de ramener un peu cette approche, cette critique écoféministe qui n'est pas qu'une critique féministe. L'enjeu, c'est pas simplement l'enjeu des femmes et de ramener les femmes, en tout cas de visibiliser vraiment la voix des femmes et la parole des femmes, mais c'est avant tout de comprendre l'imbrication entre la marginalisation de ces voix de différentes façons de rapport au monde,
avec la violence en fait extractiviste, patriarcale, et la façon dont ça vient s'imbriquer aussi dans la façon dont on considère la culture. Moi je suis une grande fan de Philippe Descola et de cette critique en fait de l'illusion de cette séparation humain-nature qui n'existe pas dans nos têtes, qu'on l'a construit tellement fort qu'on y croit très dur comme fer. Et voilà, j'ai voulu ramener ça un petit peu dans le livre. J'ai proposé du coup avec Mona Bras, qui est druidesse, mais qui a, par ses multiples casquettes, multiples et variées, en tant que conseillère régionale quand même pendant 18 ans à la région Bretagne, et bretonnante chevronnée aussi. On a proposé du coup un échange en camp discan, donc pour ceux d'entre vous qui savent ce que c'est un chant et des chants, donc c'est pas vraiment question-réponse, mais c'est plus on lance un thème et puis il y a une réponse qui vient, et donc en fait nos textes se lisent en résonance les uns avec les autres, mais aussi séparément. Je vais te relancer avec... en fait, c'est un des articles qui m'a plus marqué, parce que c'est un de ceux un peu que je me suis noté, c'est vrai. Donc toi, tu t'intéresses dans ton article, alors en particulier, mais là je reprenais, c'est peut-être pas tout le cœur du propos, mais à toute cette histoire de Haute-Bretagne et de Basse-Bretagne, et de comment, alors j'ai oublié laquelle est l'une, forcément, comment il y a toute une partie de la Bretagne qui est occultée et désimaginaire en tout cas. Ou même, plus que désimaginaire, mais ou en tout cas des imaginaires, même des habitants de cette région-là, quoi. De ces communes, territoires, on les appelle comme tu veux. Voilà. Je voulais te lancer sur ça parce que on va présenter un peu tout le monde. Ouais. C'est super. Je vais peut-être me présenter un petit peu au début, parce que vous savez certainement pas qui je suis. Donc, je m'appelle Lucille Briand, je suis originaire de Loire-Atlantique, et plus précisément du vignoble nantais, donc au sud de la Loire, à frontière avec le Maine-et-Loire et la Vendée. Voilà, donc d'un village qui s'appelle La Fossière. Et je suis née dans le vignoble, j'ai grandi dans le vignoble. Une période de ma vie, je suis partie à Lyon faire des études, voilà, comme beaucoup font aujourd'hui, partir en ville pour les études, changer de ville, revenir, etc. Et moi, je suis revenue en 2021, donc dans ma région natale. Et à ce moment-là, j'ai eu une espèce de grand choc, en fait, émotionnel, une prise de conscience qui était vraiment très très violente. Très violente, je veux dire, en fait, je passais des journées à pleurer. Enfin, c'était un truc très, voilà, une grande transformation intérieure. Donc c'était très bizarre. Et en fait, c'est pas un truc que j'aurais mis sur la liste des choses qui allaient arriver dans ma vie, mais voilà, la vie peut nous surprendre. Et en fait, j'ai tout simplement pris conscience que j'étais bretonne. On peut parler de la Bretagne, on peut aussi parler du Pays Basque, on peut parler de la Corse, on peut parler de l'Alsace, etc., etc. Donc voilà, j'ai vraiment pris conscience de ça, et je voulais présenter ce chemin de réappropriation politique, et en fait c'était aussi pour moi extrêmement important de participer à ce livre, puisqu'il me semble que je suis la seule originaire de Loire-Atlantique, et donc c'était un peu une manière de dire en fait on va représenter tout le territoire breton dans son entièreté. Ce serait vraiment dommage que la Loire-Atlantique manque, un peu comme sur les cartes qu'on voit aujourd'hui, où voilà, il n'y a plus que 4 départements. Moi, c'est vrai que je me suis vraiment sentie bretonne aux États-Unis, au contact des peuples autochtones aussi, parce que du coup, j'étais pas le eux, c'est-à-dire pas les Américains, mais je n'étais pas le nous non plus, parce que j'étais pas eux, voilà. J'étais française, donc rapport à la France, un rapport colonial, mais pas le même rapport colonial, donc compliqué quand même. Mais par exemple, si vous allez sur la réserve de Cheyenne River, il y a eu beaucoup de trappeurs français, donc un lien colonial différent, parce que les trappeurs, c'est pas des colons, c'est des colons, mais qui ne sont pas là pour faire de la colonisation de peuplement. Donc, bref, beaucoup de nuances. Et là où je me suis posé cette question-là, je me suis dit, en fait, oui, d'accord, mais t'es pas que française, en fait, il y a aussi cette autre part de toi qui a été passée sous silence. Et c'est là que je me suis, pareil, un peu comme toi, rendue vraiment compte de ce fossé identitaire qui s'ouvrait vraiment sous mes pas. Où moi j'ai grandi, je vous expliquais, dans un peu les reliquats de cette Bretagne rurale où on allait chercher encore le lait à la ferme, le beurre en baratte, on était gardé par tous les vieux et les vieilles du lieu-dit dans lequel on habitait.
tout le monde se connaissait, on était les filles d'eux, et puis voilà, il y avait vraiment toute cette proximité aussi, c'est une façon de vivre, c'est un rapport au territoire, c'est un lien à la terre, c'est un lien aux animaux, c'est un lien au champ, c'est un lien à plein de choses en fait. Et évidemment, on grandit dans l'école on va à l'école de la République, on grandit dans un modèle, et ce récit de nous-mêmes est passé complètement sous silence. Et donc au niveau identitaire, là, il y a une grosse crise qui se produit. Et je tiens à rappeler, parce que je trouve ça fascinant en fait, ce lien, toi tu l'as mentionné aussi par rapport du coup au lien à l'impérialisme, en tout cas au récit vraiment de l'État-nation, du roman national, qui voudrait qu'on se relie à cette identité, qui est en fait une identité vraiment centralisatrice, donc un peu parisienne, où il y a une politique qui est pratiquée quand même de Paris, par Paris, pour Paris, pour parler un peu, mais qui reflète vraiment une pratique qu'on trouve dans tous les États-nations en fait, et dans tous les liens coloniaux au monde, clairement. Et donc du coup, ce questionnement très profond, qui va prendre différentes nuances pour toi, pour moi, pour Fanny, par rapport à nos parcours personnels, c'est fascinant de se rendre compte à quel point c'est un questionnement universel, qui, dès qu'en fait on a une histoire qui touche un peu à l'ethnocide, puis en Bretagne c'est vraiment le cas, où il y a eu un effort, il y a toujours un effort considérable pour détruire non seulement un lien à la terre, mais une langue, un rapport au territoire et une façon d'être. Vous ne pouvez pas pratiquer cette agriculture parce qu'elle n'est pas bonne et que c'est une agriculture arriérée et qu'il faut que ce soit un agronome spécialiste de Paris qui vienne vous apprendre à cultiver votre terre. Le grand moment, c'était ça, hein, je schématise, mais voilà. Et donc, il y a un rapport au savoir, un rapport à la langue, un rapport à la culture qui est détruit là-dedans, qui est complètement... et c'est à nous de reconstruire cette friche-là, de souffler un peu sur les braises, sans mauvais jeu de mots. C'est un peu... Parce que c'est vraiment ce processus-là. Mais pour moi, c'est fascinant de me rendre compte vraiment des similitudes, parce que ce lien d'identité, je vous assure, pour avoir travaillé avec les peuples autochtones en permanence, c'est un lien qui est très présent chez eux aussi, en fait, ce questionnement-là. De qui, alors moi j'ai beaucoup travaillé avec les Lakota, et Lakota c'est des Sioux. Chez les Sioux c'est la même chose. C'est la même chose. Il y en a qui sont plus ou moins blancs de peau, qui ont un pourcentage de sang indien, alors ça c'est un héritage colonial encore une fois, plus ou moins précis. Il y en a qui parlent Lakota, puis il n'y en a pas. Il y en a qui ont grandi en ville, puis d'autres sur la réserve. Et donc ce questionnement de « Ah, moi je suis plus Lakota que toi parce que si, parce que ça », il est présent aussi en fait. Et il est présent à toutes les marges où il y a eu un ethnocide. Et donc ça c'est intéressant et pertinent de se rendre compte, parce que c'est là où on se rend compte, c'est très facile, même pour nous c'est plus facile de nous rendre compte qu'il y a eu ce rapport ethnocidaire dès qu'il s'agit de l'autre. Donc on est très... ouverts à cette question dès qu'il s'agit des peuples autochtones. Par contre, dès qu'il s'agit de nous penser dans notre rapport aux destructions vraiment systémiques qu'il y a eu en fait de nos identités minoritaires, et de nos façons minoritaires d'habiter le monde, là c'est beaucoup plus compliqué de se poser la question, quoi. On a beaucoup de mal à se la poser, et même, tu vois, Fanny, c'est ce que tu disais, même dans le milieu breton, il y a des vieux débats, quoi. Donc alors moi je ne vais pas critiquer toutes les initiatives qui sont prises vraiment pour consolider la langue bretonne et la sauver, parce que c'est une langue en danger. Donc clairement c'est nécessaire. Mais c'est vrai que du coup il y a plein de rapports au monde, de rapports à la langue qui ont disparu, qui disparaissent, et c'est bien et c'est important de se les rappeler. Pourquoi ? Parce que il y a encore pas si longtemps on ne se disait pas breton. En fait, on est devenu breton dans le rapport à l'autre, dans le rapport, là, pour le coup, à l'impérialisme, dans le rapport au roman national français. Mais il y a encore pas si longtemps, on n'était pas breton. Moi, je suis du Pays d'Auray. Ça fait partie de mon identité, en fait. Et même du Pays d'Auray. Alors, entre le Pays d'Auray et le Pays de Vannes, c'est pas tout à fait la même chose. Mais bon, du coup, il y a plein de choses qui se rattachent à ce pays en particulier. Quand je vais dans le Trégor, comme demain, c'est un pays cousin. Donc je vois toutes les similitudes, ça me parle, oui, il y a une affiliation, mais c'est pas chez moi en fait, c'est pas la même chose. Et avant d'être breton, on était ça. On faisait partie de tel pays, dans le Nantais, c'est pareil. Et puis il y a plein de nuances, il y a les pays qui appelés pays historiques, et puis ensuite il y a des affinités, une granularité encore plus fine dès qu'on se rapproche de ces territoires.
et des façons d'être, des façons de le vivre qui étaient différentes. Donc ça, c'est hyper important de se rendre compte qu'on est dans un rapport à l'identité qui est multiple, en fait, qui est bien plus complexe que breton, français, homme, femme. Voilà, et c'est intéressant de commencer déjà à se définir pour soi-même, savoir se positionner par rapport à ça. Le bouquin, bien entendu, est dispo. Vous avez vu, il est assez riche. Il y a plein de sujets qui sont abordés à l'intérieur. Si vous voulez développer un peu tout ça, soutenir le lieu, il y a plein de bonnes raisons pour le prendre. Merci en tout cas à tout le monde d'être venu. Oh, bah voilà, carrément. Merci de nous accueillir. Voilà.